d'abord commencer par une définition très large des habitats. Donc au niveau des fleuves, en fait, on va retrouver des zones, comme l'avait décrit Mathieu, avec des zones de fleuves où le cours d'eau va être relativement lent, avec différents types de berges qu'on va rencontrer, des berges hautes, des berges basses. Tout ça, je vais le redétailler après. Et on va retrouver des zones de saut qui vont être des zones plus rapides. On va aussi retrouver au niveau des affluents ce qu'on appelle des petites masses d'eau, c'est les criques en fait, qui ont aussi une définition très particulière sur laquelle on va revenir plus tard. Il y a aussi plusieurs milieux spécifiques, donc les zones humides avec les marais et les prairies. J'ai aussi décidé de traiter les savanes dedans parce que tout est plus ou moins imbriqué ensemble. Les zones de masse d'eau de transition, on va les définir plus précisément juste après. Et enfin, alors c'est pas vraiment des zones, c'est plutôt un type d'habitat, les substrats sablonneux, qu'ils soient avec ou sans embâcle, représentent un certain intérêt pour nos poissons. Ça, c'est juste pour recadrer en fait un profil de fleuve. Donc on a pris le Sinnamary, on aurait pu prendre n'importe quel fleuve. On pourrait plus ou moins le séparer en 3 zones. Une zone amont avec un dénivelé plus important, une zone basse avec le dénivelé qui est beaucoup plus faible et qui va s'arrêter au niveau de la masse d'eau de transition, qui va être la fin de l'impact en fait, de la marée sur le milieu. Donc là, on arrive directement donc, aux estuaires, aux masses d'eau de transition. Je prends l'exemple du Kourou, mais on le retrouve aussi sur tous les autres fleuves. Comment on va définir notre masse d'eau de transition? Ça va être principalement à cause avec le taux de salinité. Une zone qui n'est pas dans la masse de transition va avoir une salinité inférieure à 0,5 g par litre. Et ensuite, on va définir 3 types de zones. La zone oligoaline qui va de 0,5 à 5 g par litre, la zone mésoaline de 5 à 18 g par litre, et la zone qui va aller jusqu'à l'estuaire, en fait, qui va dépasser les 18 g par litre. On a mis 30, histoire de mettre une barrière, mais ça peut aller au-dessus. Ce qui est important de voir là-dedans, c'est que cette salinité a été mesurée à marée haute. Donc, ça va être très fluctuant au cours de la journée en fonction de la marée que l'on va avoir. Ce qui va nous amener en fait un paramètre qui va être fluctuant dans la journée et qui va pouvoir être structurant par rapport à nos populations de poissons, ce qui va aussi du coup favoriser la diversité. Un autre facteur important, ça va être la turbidité. Donc ça, Mathieu en a déjà parlé, donc on va passer rapidement. Juste pour dire que plus on est en amont, plus la turbidité sera faible normalement sur un fleuve normal. Qu'est-ce qui va réguler ça? Ça va être l'apport des charges alluviales par les fleuves, mais aussi l'impact du fleuve Amazon avec toute la matière en suspension qui va pouvoir charrier et les courants qui vont pouvoir les orienter. Et enfin, ce qu'il est important de définir, ça va être la ripisylve, c'est-à-dire en fait la partie végétale qui va border le fleuve, qui est principalement de type mangrove. Ces ripisylves vont avoir un rôle important car ils vont servir d'abri pour les poissons, de site de ponte, mais aussi pour les crustacés qui peuvent aussi eux-mêmes servir de ressources pour nos poissons. Encore quelques petites définitions. Donc, les cours d'eau inférieurs de fleuve sont soumis à la forte influence de l'onde de marée, ça on l'a déjà dit. Il y a de nombreux méandres, mais ça on le retrouve plus ou moins sur tous les fleuves. Et on a des ripisylves qui peuvent être aussi très homogènes, différentes de celles que l'on vient de voir, avec de nombreux muku-muku, des palmiers bâches, des palmiers pinots et encore des mutushi rivières. Juste sur cette photo, pour un peu illustrer l'influence de la marée, celle-ci a été prise à marée basse, visiblement. Et on voit très bien le dépôt en fait, de matière qui se fait à marée haute. On voit qu'on a un delta à peu près d'1,50 m, donc ça montre vraiment que le milieu est fluctuant au sein de la journée. Là, on va un peu plus s'attarder du coup sur les espèces qu'on va pouvoir trouver. De manière générale, ça va être, si tu veux avancer Régis, du coup, du tarpon, Megalops atlanticus, du Cyades kuma, de nombreux anchois, du Caranx latus et Oligopithèce aliens, et le cocosoda. Pour ce qui est du mégalops, on va surtout retrouver des juvéniles, par exemple, dans ce type de milieu. Là, c'est qu'un aperçu de la diversité qu'on peut avoir, mais en fait, elle est vraiment énorme. Elle est encore plus grosse que ça. Si tu peux passer, Régis, s'il te plaît. Juste encore. Donc là, c'est encore un panel de ce que l'on peut trouver. Donc, Mathieu était un peu passé dessus dans son exposé. Donc, on va trouver entre des raies, mais aussi des individus tout petits, qui vont être très difficiles à la détermination et surtout qui vont être des individus juvéniles, d'où l'importance de ces zones pour la reproduction des poissons. Ici, on a de nombreux anchois, de nombreuses espèces différentes, ce qui ramène encore de la difficulté pour la détermination des poissons. Et juste attirer le regard sur une espèce qu'on va retrouver plus tard au niveau des fleuves, c'est l'Hypostomus gymnorhynchus, qui est normalement une espèce que l'on retrouve dans des milieux en fait, de fleuves où la salinité n'est pas, où il y a une très faible salinité. Ce qui montre bien en fait cette importance
du passage de l'onde de marée sur nos populations et pourquoi on a une telle diversité sur ces milieux en fait. Donc ensuite on va remonter le fleuve, on va passer au niveau des zones de saut qui sont en fait des zones de rapides qui vont être les témoins d'affleurement bouclier. C'est des milieux en fait très complexes où on va avoir de forts courants. Alors, la résolution va pas très bien, mais qui vont côtoyer des zones calmes, ce qui va amener de la diversité d'habitat, et souvent ils vont être recouverts de podostomacées. En fait, c'est les salades Koumarou. Les podostomacées qui vont avoir comme particularité en plus d'être des milieux très biogènes, notamment pour les invertébrés aquatiques, qui vont du coup faire encore des ressources d'apport alimentaire pour nos poissons. Du coup, les populations qu'on va retrouver sur place, Pseudanthistrus barbatus, lui, va pouvoir en fait se fixer au support rocheux, du coup bien pouvoir résister à la force du courant. On va retrouver le Milopus, qui lui est principalement herbivore, qui va aussi se nourrir de graines. Là, on a deux espèces qui sont plutôt endémiques du Maroni, qui font aussi partie des Serrasalmidés, qui eux, pareil, sont des pirailles herbivores, dits herbivores. On va retrouver différentes espèces de yaya qui, eux, vont plutôt être dans la colonne 2 à nager face au courant ou alors dans des zones un peu de refuge. Par mémoire, en fait, une fois, on avait fait des études au niveau des seaux, on allait échantillonner dedans, on avait plongé, donc on a uniquement déterminé à la vue par seau, et genre sur 2 heures de plongée, plus de 20 espèces dans ces seaux, donc c'est des milieux qui sont extrêmement biogènes, et on n'a pas fait le tour de ce que l'on peut trouver. Ensuite, donc, on passe dans ces zones d'intersaut, ces zones de bief, où il va y avoir des berges hautes qui vont côtoyer des berges basses. Alors les berges hautes, en fait, souvent, ce sont des zones qui vont être à l'extérieur des virages, dans un méandre de fleuve. Et c'est des zones qui vont être soumises à l'érosion due au fleuve lui-même, en fait. C'est des zones assez abruptes qui vont être plus ou moins encombrées d'arbres morts. La végétation drépicile, donc elle est de type Wappa, mais elle peut être très diversifiée. Et surtout, en fait, la hauteur d'eau va varier très fortement entre la saison sèche et la saison des pluies, puisqu'elle peut passer jusqu'à 4 à 5 mètres. Ça se voit plutôt bien sur cette photo qui a été prise en saison sèche, où la hauteur de berge doit faire à peu près 1,50 m. En fait, tout ça pour dire qu'en saison des pluies, quand le niveau de l'eau va monter, il n'y aura pas forcément de plaines inondables à côté de ces berges hautes. Plaines inondables qui, je vais l'écrire juste après, ont un rôle important pour favoriser justement la dynamique des poissons. Donc là, au niveau des berges basses, de manière générale, en fait, elles vont se retrouver en face des berges hautes, dans la partie interne des virages. C'est des milieux en fait qui sont en pente douce, qui sont caractérisés par une végétation basse. Donc on a mis de type Mukumuku, mais il y a une végétation beaucoup plus diverse. Ce sont souvent des végétaux qui vont supporter en fait aussi bien l'inondation que la sécheresse, puisque c'est des milieux qui vont être inondés en saison des pluies. Pendant la saison sèche, en fait, ces milieux, il n'y aura pas d'eau, ou très peu, et ça va favoriser la colonisation par de nombreux invertébrés terrestres tels que les fourmis, ainsi de suite. Pendant la saison des pluies, le niveau de l'eau va monter. Du coup, c'est autant en fait de sources de nourriture qui va être mise à disposition pour nos poissons. D'où la favorisation en fait de la biodiversité grâce à cet apport de nourriture. C'est aussi des zones où on va avoir énormément de végétaux, comme on l'a déjà dit. Donc ça va servir d'abri pour nos poissons et potentiellement de nurserie aussi. Du coup, pour avoir un aperçu de la diversité, vraiment pareil, très succinct entre ces différents milieux, on retrouve notre Hippostomus, qui était dans la zone de MET. Donc là, on est vraiment dans des zones de salinité très faibles, donc qui ne sont pas sous influence de marée, donc on le retrouve ici. On va retrouver des carpes, on va retrouver des prédateurs comme l'aimara, la sardine. Alors ça, c'est une espèce qui est quand même aussi invertivore. Donc voilà, on va trouver un autre prédateur comme le dent-chien, certains types de yaya et le pic-pic, pour ceux qui ont la joie de mettre le doigt dessus. Si on peut passer. Donc là, on va s'attarder sur les petites masses d'eau. Donc les petites masses d'eau, elles vont principalement se retrouver sur les affluents, sur les criques de ces cours d'eau. Donc là, on va un petit peu sur les côtés. Elles ont une définition assez stricte puisque leur largeur va aller de 1 mètre à 10. La profondeur ne devrait pas excéder les 1 mètre. Ils ont un recouvrement végétal souvent très dense. Alors qu'est-ce qu'on appelle recouvrement végétal? En fait, c'est la forêt qui va passer au-dessus du cours d'eau. Il va y avoir 2 effets de ce recouvrement végétal, de principaux effets. C'est-à-dire qu'ils vont faire un apport de ressources dit exogènes, donc venant de l'extérieur dans notre milieu. Ressources dues par exemple un coup de vent dans la canopée, des feuilles vont tomber, ce qui va nous faire de la litière, du support pour les poissons, de la ressource nourricière, des termites vont pouvoir tomber, et ainsi de suite, des graines aussi. Donc ça va nous faire de la ressource en termes de nourriture pour nos poissons.
On a des sols qui sont, enfin des fonds qui sont extrêmement diversifiés. Ça peut être autant du sable que de la litière, que des roches, des bois morts, ce qu'on appelle des tapis racinaires. Pour un aperçu sur cette photo, alors, bon, pareil, en fait on ne voit pas très bien. Mais il va falloir me croire, ici on a des bois morts, on va retrouver des végétaux aquatiques, ici on a du sédiment, et ici on a du sable. Donc on est vraiment sur une zone en fait extrêmement diversifiée en termes de sol que l'on va pouvoir trouver. En plus, on voit que les berges sont relativement basses, donc en saison des pluies, elles vont de nouveau se retrouver inondées. Et on va retrouver la même dynamique, le même phénomène que ce qu'on a vu avec les berges basses, en termes d'apport de nourriture pour nos poissons et d'abri. Enfin, on va avoir des alternances de deux principaux types d'écoulement de l'eau, les radiers et les mouilles. Alors les radiers, en fait, on en voit un ici, c'est des petites zones en fait, d'affleurement rocheux qui vont être relativement rapides. Ils vont s'alterner avec des mouilles qui sont des zones un peu plus larges, un peu plus profondes. C'est ces fameuses mouilles qui vont aller jusqu'à 1 mètre de profondeur, par exemple. C'est des milieux, comme je vous l'ai dit, en fait, finalement, plus on a des milieux diversifiés, plus on va favoriser la biodiversité qui va aller autour. Donc c'est des milieux qui sont extrêmement riches. Là, on va vraiment faire un panel très rapide de ce que l'on peut trouver, mais on va avoir quelques yayas, comme le copéla, des hémigramus, des espèces de gymnotes, et des espèces qui vont, on va avoir des raies potentiellement aussi, des espèces qui vont pouvoir s'enfouir sous le sable, par exemple. Ce qui nous amène directement donc, au substrat sablonneux. Je vous ai dit, il est un peu particulier parce qu'on le retrouve de partout. On va pouvoir aussi bien le retrouver par exemple sur la Proie, sur des grands fleuves qu'au niveau des criques. Donc c'est des milieux, en fait, on va retrouver aussi bien, donc, comme toujours, des yayas, mais en même temps, on va retrouver, si tu peux avancer, ouais, on va retrouver des espèces qui vont, non, un peu moins, encore. On va retrouver par exemple ces deux espèces qui, elles, vont être sur le fond sableux, qui vont pouvoir farfouiller dans le sable pour trouver leurs ressources alimentaires, par exemple. Et enfin, pour finir cet état des lieux rapide des habitats que l'on peut trouver, on va avoir des savanes et des marais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une savane? En fait, c'est un terme assez générique pour englober tout ce qui va inclure en fait tout ce qui va avoir un rapport avec les milieux aquatiques dits temporaires, comme les mares et les fosses des savanes, les bas-fonds de savane et les ceintures de prairies, comme on peut facilement les voir au marais de Caux. Enfin, les savanes inondables, rases ou hautes, on peut très bien les voir au bord de route entre Kourou et Cayenne, par exemple. Les savanes inondables, en fait, c'est des milieux qui, comme on l'a dit, qui sont temporaires, qui sont dépendants de la saison des pluies, notamment à cause des apports massifs dus au ruissellement de l'eau, et qui, une fois connectés, vont pouvoir être colonisés par de nombreuses espèces qui vont venir s'y nourrir et s'y reproduire. Donc on reste dans cette dynamique, à l'image des berges en fait, d'apports nourriciers grâce à des individus terrestres. Alors là, je vous présente très rapidement juste 3 espèces qu'on peut y trouver, notamment dans des marais. Donc on va avoir le Pleuretrinus, une espèce de piraille herbivore, et ici le Posternum. Alors en fait, tout ça, c'est juste pour dire qu'on a une très grande diversité d'habitats en Guyane, qui va amener une très grande diversité de son peuplement. Ce peuplement va être spécifique donc, de la zone et va être potentiellement sensible à certains types d'impacts. C'est pour ça qu'on peut utiliser les poissons comme indicateur en fait, d'un état écologique du milieu. Alors cette définition a été prise sur le site OFrance. Donc un bon état écologique du milieu, c'est un objectif qui est visé par les politiques de l'eau, notamment au niveau de l'Europe. Et pour suivre son évolution, on va faire des mesures, notamment sur les poissons, les plantes aquatiques, les macro-invertébrés, donc en Guyane aussi concernés par les diatomées. Ces mesures donc, vont faire l'objet de protocoles stricts, comme les a décrits Mathieu, et qui doivent être répétés, notamment entre les années, pour la Guyane. Du coup, on utilise les populations de poissons, dans notre cas présent, pour estimer la qualité des masses d'eau. On utilise un indice qui s'appelle l'indice poisson de Guyane, l'IPG, qui va avoir une note qui va évoluer entre 0 et 1, 0 étant une station en mauvais état, et 1 étant une station en très bon état. Alors, ça paraît un peu barbare, mais en fait, c'est juste pour expliquer très rapidement comment fonctionne un indice et pourquoi il repose sur nos peuplements de poissons. En gros, ces métriques, c'est celles qui vont nous permettre de calculer la note. Et on voit clairement qu'on va se reposer donc, sur la richesse que l'on va pouvoir trouver dans notre milieu, sur le nombre de poissons qu'on va pouvoir prélever, mais aussi sur les guildes alimentaires qui vont être en présence ou en absence, leur représentativité dans la population, et encore sur la présence de différentes familles ou groupes de poissons au sein de la population. C'est ça qui va conditionner notre note, qui va donc évoluer entre 0 et 1, et qu'on va diviser en 5 types de classes, qui va de mauvais à très bon, en passant par médiocre, moyen et bon.
ces métriques vont réagir en fait face à des perturbations, donc au sens large. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de population? La façon dont elles vont évoluer face à une population, ça va être une forte diversité en anostomidés, donc en carpe par exemple, une forte diversité en caracidés et une forte diversité en herbivores. À l'inverse, une station perturbée, on va avoir une faible abondance et une faible diversité d'espèces chez les cyclidés et chez les gymnotiformes, et une faible diversité en termes d'espèces chez les détritivores. Ils vont être peu représentés. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? En fait, ça nous donne, on va pouvoir sortir des cartes de ce type-là. Alors, quel est l'intérêt? Déjà, on voit nos stations, les zones qui vont être plus ou moins impactées. Donc, si on prend l'exemple du Maroni, on voit que dans toute la zone au-dessus de Twinkie, on est dans une zone en bon état écologique. Et juste en dessous, on a des impacts humains qui sont marqués aussi bien par l'orpaillage que par la présence humaine. On a des zones qui évoluent de bon à moyenne. Ensuite, avec le recul et le fait que l'on répète nos analyses d'année en année, on va pouvoir avoir une dynamique d'évolution de la qualité des cours d'eau. Ce que l'on voit sur Twinkie, c'est qu'il y a une dynamique qui est légèrement à la baisse, avec un état écologique qui était bon de 2009 jusqu'à 2014 et qui passe à moyen en 2015. Ça nous amène à nous poser en fait des questions sur pourquoi cette note diminue en 2015 et surtout, est-ce que ça va être pérenne dans le temps? Est-ce que ce n'est pas juste parce qu'il y a une autre sensibilité de l'indice la perturbation ou l'absence de perturbation n'entre plus en compte dans notre sensibilité de l'indice, ou alors est-ce qu'il y a un autre facteur? Ce qui est très intéressant ici, c'est en fait aussi le zoom sur Sossonel et Papa-Icheton, notamment sur 2014-2015. Sossonel, en fait, pour la petite histoire, elle se trouve sur la Criquinini qui est très fortement orpaillée. Papa-Icheton, elle est sur le fleuve le Maroni, donc la Criquinini étant un affluent du Maroni, le Papa-Icheton est directement sur le Maroni et proche d'habitat. Ce qu'on voit en fait en 2014-2015, c'est qu'on a une baisse qui a l'air de se suivre en fait entre nos deux stations. Ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce que la pression d'orpaillage que l'on va retrouver sur les Nini ne devient pas trop forte pour les stations qui sont plus en amont, parce que le Maroni ne pourrait plus absorber ces pollutions et du coup se répercuter directement dans les zones amont. Voilà à quoi peut servir un indice poisson, voilà à quoi peut servir l'étude de nos populations en fait sur les poissons. Mais ça nécessite du coup d'avoir plus de connaissances, toujours de plus en plus. Et du coup, Mathieu en a parlé de quelques-unes, mais on est toujours en recherche d'amélioration des connaissances sur la biologie des espèces, avec notamment où est-ce qu'ils se reproduisent, ça on ne le sait pas sur la majorité des espèces, comment ils se déplacent, est-ce qu'ils se déplacent d'abord, jusqu'où ils vont pouvoir se déplacer, quelle est leur capacité migratoire, pourquoi, ça on n'a pas forcément d'informations. De plus, il y a tout l'aspect sanitaire qui va autour, avec les problématiques du mercure, comme Mathieu en a parlé. On essaye ensuite d'améliorer les outils avec les mises à jour de l'indice poisson Guyane, par exemple, faites avec les nouvelles connaissances sur la biologie de nos espèces et la nouvelle taxonomie aussi. On développe également des nouveaux protocoles d'échantillonnage. Alors ça va être par exemple la zone lacustre encombrée. Je pense au barrage de Petit Saut avec tous les bois qu'il y a dans la forêt qui sont difficilement échantillonnables, du moins en profondeur dans la colonne d'eau. Et du coup, c'est des milieux qui sont très intéressants, qui ont une certaine richesse spécifique et une certaine structuration de population. Donc, on a envie d'aller voir ce qui se passe dans ces zones. Différentes thèses sont en cours, donc une sur la gestion des ressources halieutiques, une autre sur la génétique interspécifique. Le programme de recherche dont Mathieu a parlé est développé donc, avec l'ADN environnemental. Et enfin, d'autres études qui mises sur du plus long terme ou qui sont en cours de développement, avec des études phylogéniques, des fiches teneur en mercure dans le biote, mais notamment, Mathieu en a parlé, la création du protocole d'échantillonnage avec les chaluts pour les masos de transition, qui pourrait aboutir à la création d'indices, l'adaptation du protocole d'échantillonnage et l'amélioration de l'indice en lien avec les petites masses d'eau, donc ça aussi Mathieu en a parlé avec les pêches électriques, et enfin la création d'indices qui devraient permettre d'évaluer la qualité des zones lacustres, telles que le barrage de Petit Saut. Voilà, donc juste dernière information pour voir l'importance des substrats sablonneux. Ça, c'est un juvénile de Crinicycla qui se retrouve principalement dans ce type d'habitat. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des espèces invasives en Guyane de poissons ? Alors on a quelques espèces effectivement qui commencent à s'implanter dans le milieu. Il y en a une essentiellement, c'est un petit prapra cyclidé qui s'appelle Eros effaciatus, qui est présent maintenant en Guyane depuis une bonne 30-35 années.
voire peut-être plus. Il a été déversé, c'est un poisson aquariophile qu'on retrouve en Amazonie, qui est arrivé en Guyane par les aquariophiles et qui a été déversé dans le bassin du Kourou, autour de Sinnamary, on ne sait pas trop exactement. Il s'y est bien implanté et actuellement on le retrouve donc du Sinnamary jusqu'au marais de Caux. Il fait sa petite vie gentille, ça fait 30 ans qu'il est là, il est présent, mais il grignote petit à petit les habitats et d'autres espèces. Donc ça reste à surveiller, il n'est pas prépondérant. Je dirais prépondérant comme les oréochromies, c'est-à-dire les perches du Nil, qui elles sont présentes dans à l'échelle de la planète, dans toutes sortes d'aquaculture, c'est très facile à élever. Et par contre, dans le milieu, c'est très très vorace, ça détruit les habitats, ça détruit les populations. Donc on ne l'a pas encore en Guyane, par exemple, on n'a pas encore d'espèces de ce type-là en Guyane, mais il faut y faire attention et éviter justement, comme je le disais au début de l'intervention, de prendre des espèces d'un bassin de l'Oyapock pour le mettre dans le Maroni, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Donc on peut les avoir en aquarium, ça fait joli, mais par contre il ne faut pas les déverser dans le milieu. Lorsqu'un cours d'eau est perturbé par exemple l'orpaillage, est très fortement perturbé, que l'orpaillage s'arrête, combien de temps faut-il pour que des espèces reviennent et est-ce qu'elles peuvent revenir ? En fait, le groupe des poissons dans le milieu aquatique, c'est celui qui est le plus connu. Ça fait une trentaine d'années que 40 ans maintenant que c'est développé en Guyane. Je n'ai pas abordé le sujet au début, mais en fait, en 1978, on n'avait que 178 espèces de poissons en Guyane. On en a à peu près 400 aujourd'hui de connus, de référencés, uniquement dans les milieux d'eau douce. Donc il y a eu énormément de recherches faites à l'échelle du département, mais comme on l'a vu, il y a eu énormément de lacunes. Une de ces lacunes, c'est la résilience des milieux aquatiques. Effectivement, quand on met une perturbation, au bout de combien de kilomètres, on ne va plus la voir et on va avoir un milieu originel, comme c'était avant la perturbation. On a énormément de mal à l'appréhender. Et on sait que les peuplements vont revenir petit à petit. Donc Mathieu faisait la référence aux nivrées tout à l'heure. Effectivement, quand on fait une nivrée, comme on les faisait scientifiquement pour les programmes PME, ou comme le font les Amérindiens quand ils font des nivrées traditionnelles, c'est clair qu'il n'y a plus de poissons dans le milieu. Par contre, on sait également qu'au bout d'une semaine, on a des peuplements qui reviennent et qui sont déjà bien conséquents, et qu'un mois après, le peuplement est redevenu comme il était à l'origine. Donc les milieux guyanais ont une résilience, ils arrivent à absorber énormément de choses. Par contre, si on multiplie les pressions, comme le disait Damien tout à l'heure sur la cartographie, si on multiplie la pression sur ces milieux aquatiques, jusqu'où ils vont pouvoir l'absorber. Et ça, on ne le sait pas encore. Question sur les différents types de déplacement des poissons, tant sur les parties hautes des fleuves, mais aussi les relations entre les déplacements des poissons entre le milieu océanique et le milieu d'eau douce. On avait envisagé de mettre une petite référence des déplacements de poissons. Pour faire simple, on n'a pas de déplacement de poissons de type saumon ou anguille. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'espèces de poissons qui ont obligatoirement un passage en eau douce pour aller frayer quelque part, en haut des sources comme les saumons, et revenir passer leur vie adulte ensuite en mer. Ou inversement, on n'a pas des anguilles qui vont aller frayer en mer et passer leur vie adulte en eau douce. Ça n'existe pas en Guyane. Par contre, on a des déplacements de poissons. Tous les petits lacs qu'on voit, ils se déplacent sur l'amont, l'aval, donc des cours d'eau, beaucoup de façon latérale, c'est-à-dire qu'ils sont sur les centres des fleuves, et ils vont aller dans les petites criques adjacentes. Ça, on le sait, c'est sur quelques kilomètres, effectivement, on sait qu'on va retrouver les mêmes espèces. On sait aussi qu'il y a des espèces qui vont aller plus loin, donc vont faire des dizaines de kilomètres. Mais là, ça s'arrête nos connaissances. On sait qu'il y a certaines espèces qui vont se regrouper sur les bas des seaux avant la saison des pluies pour les franchir plus facilement, aller plus en amont pour retrouver des zones de reproduction, d'alimentation. Mais où est-ce que c'est obligatoire? Sur quelle distance elles le font? On n'en sait rien du tout. Un des programmes de recherche qui est en cours de finalisation sur la génétique des poissons sur le Haut-Maroni
amènera peut-être déjà des premières informations là-dessus. C'est-à-dire, de proche en proche, on prend des zones autour des villages où il y a des espèces de poissons, une pression humaine. Et au contrario, on prend des stations qui sont très éloignées, proches des sources où on a les mêmes espèces de poissons. Et on essaye de voir par la génétique si les espèces, elles ont des liens de parenté. Est-ce que ce sont des frères, des sœurs, ou est-ce que ce sont des cousins très. Si ce sont des frères et sœurs, ça veut dire qu'on a un passage génétique. Donc il y a du déplacement, au moins elles se rencontrent à un moment donné. Si on a vraiment des gènes qui sont très éloignés, ça veut dire qu'elles se sont rencontrées à un moment donné dans le temps, géologique ou terrestre, mais qu'elles sont en train de se séparer. Il y a moins de déplacement. On en est à la limite, les connaissances avancent, mais avancent lentement. Autour de Cayenne, là, il y a des petites criques qui descendent des reliefs, là, avec des espèces qui sont inféodées à ces zones-là, avec l'urbanisation qui augmente et puis les pollutions, en particulier les huiles de vidange ou autres. Est-ce qu'il y a des grosses menaces sur ces espèces? Ça fait partie de la résilience des milieux. Effectivement, il y a la pression qui s'accentue sur les zones littorales autour dans les zones urbaines ou autour, dans le périurbain. Sur toutes les zones de savane, de prairie que nous avons, effectivement, on a des espèces qui sont inféodées à ces zones-là, auxquelles il faut faire attention. Donc effectivement, il faut garder ce qu'on appelle des couloirs écologiques. Donc au niveau du milieu aquatique, il faut garder une continuité du ruisseau, mais qui ne soit pas obstruée par des obstacles qui permettraient d'empêcher un poisson, même si l'eau continue de couler, de monter une marche, par exemple, sur cet obstacle-là. Donc ce sont des attentions à avoir dans tout projet d'étude, lors des études d'impact, à bien faire attention, à prendre en compte non seulement la présence des espèces de poissons, mais aussi éviter de couper cette continuité écologique, ou la restaurer et la maintenir. On a créé je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, 93, un nouveau milieu en Guyane qui est le barrage de Petit Saut. Comment il évolue et quelle est donc sa dynamique? Je ne vais pas forcément approfondir le sujet parce que ça fait 25 ans qu'on travaille dessus, il y en aurait à dire et ça peut peut-être faire un autre apéro science une autre fois. Le milieu évolue, je dirais, de sa belle vie, puisqu'il n'y a aucune pression anthropique autour du barrage de Petit Saut, si ce n'est quelques effluents nauséabonds de mercure, des zones orpaillées de façon illégale encore sur la montagne de Saint-Élie. Donc il évolue, les évolutions sont suivies donc, par la mise en place du suivi environnemental de Petit Saut par EDF. Et il y a du poisson dans la retenue qui se développe en quantité. La qualité de l'eau s'améliore au fil des années. Et ça se ressent également sur la zone aval, qui s'améliore lentement, mais qui s'améliore par rapport à ce que c'était au début. Donc c'est pas pour dire que tout va bien, mais disons que le milieu est suivi. Il y a une expertise actuellement qui est faite par l'AFB, donc l'Agence française de la biodiversité, sur justement l'évolution de ce milieu, le suivi qui en est fait, pour essayer de le mettre en adéquation avec ce qu'on appelle la DCE, donc la directive cadre européenne, dont Damien vous en a présenté un petit peu les facettes via l'indicateur poisson. Donc c'est pour essayer de comparer l'évolution de cette masse d'eau, donc de Petit Saut, qui est assez gigantesque, c'est la plus grande de France quand même, et essayer de comparer aux autres masses d'eau de Guyane, donc les fleuves, les rivières, si le milieu justement est-ce qu'il est très mauvais au final, ou est-ce qu'il est moyen ou assez bon. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours d'investigation et normalement, il y a le rapport d'expertise devrait être rendu au public avec une présentation début d'année prochaine. Juste un complément sur cette thématique, en fait, effectivement, Régis, il y a une compilation des données, en fait, des suivis depuis 20 ans presque, qui est faite par l'AFB et en fait, ça doit faire l'objet du prochain Apérosciences. C'était initialement programmé pour le mois de fin novembre, je crois, et ce sera décalé en janvier. Mais la restitution fera l'objet d'un Apérosciences. Juste pour savoir, sur les zones qui deviennent turbides,
Je crois savoir que les loutres géantes, par exemple, fuient certains milieux quand ils deviennent orpaillés. Est-ce qu'on sait si certaines espèces de poissons font la même chose et migrent une fois que les milieux deviennent turbides suite à l'orpaillage surtout? Je commence juste et puis je te laisse compléter, Régis, mais effectivement, la turbidité, elle a de nombreux effets sur les milieux aquatiques. Beaucoup sont méconnus. On pense que c'est uniquement une teinte de l'eau, hein, mais en fait, les effets sont nombreux. On peut citer parmi eux le colmatage des habitats au fond, tous les organismes qui chassent à vue, hein, on pense à l'aïmara notamment, qui est un prédateur qui chasse à vue, va avoir beaucoup plus de mal à chasser dans des eaux qui sont turbides. C'est pareil pour des organismes effectivement semi-aquatiques, terrestres, la loutre, etc. Donc il va y avoir des changements de comportement, il va y avoir des individus des espèces qui vont fuir, hein, qui ne pourront pas se développer dans ces milieux-là. Et au contraire, on peut avoir des espèces, Régis, tu me diras si je me trompe, mais qui auront tendance à apprécier ce genre de milieu, notamment les espèces qu'on trouve en aval des cours d'eau, dans des milieux qui sont très turbides. Donc elles, potentiellement, ça ne va pas trop les déranger. Après, ça dépend toujours de l'intensité de la pression. Mais en tout cas, l'impact de la turbidité est multiple. Donc à la fois du colmatage, donc des zones de frayère, des niches, des zones d'alimentation. Ça entraîne aussi une abrasion des systèmes respiratoires, puisque les poissons se respirent avec des branchies. Du coup, les particules, ça les entraîne une abrasion. Il y a un certain nombre d'effets et donc oui, on va avoir une modification de la communauté. Et généralement, on trouve un appauvrissement des communautés. Donc, je ne sais pas si tu veux... C'est bon? Juste, vous avez parlé de la diversité des poissons d'eau douce en Guyane qui était beaucoup plus élevée par rapport aux autres pays, aux autres rivières de France. Est-ce qu'on sait pourquoi cette diversité est aussi élevée en Guyane? Ça vient du territoire qui est à la jonction de deux grands bassins versants. Donc au sud l'Amazone, à l'ouest l'Orénoque, avec au fil du temps des colonisations de proche en proche qui se sont faites. Et la Guyane se situe dans un milieu donc à la confluence de deux grands systèmes, on va dire. Et quand on a deux systèmes en écologie différents qui se rencontrent, on a une diversité qui augmente à cet endroit-là. Comme pour les seaux, pour faire l'image avec les seaux, quand on a un seau avec une zone à Val du Seau et amont du Seau, le seau présente une richesse, une diversité bien plus importante que ce que l'on a juste en amont ou juste en aval. La Guyane est un peu comme ça également. C'est dû, dans son aire géographique globale du nord de l'Amérique du Sud, à la confluence donc de deux grands bassins versants et dans le temps des différences de colonisation qu'elle a subies. En plus des habitats, mais c'est dû à l'évolution biologique. Les cousins en face en Afrique, il y a des ressemblances? On n'a pas du tout la même faune en Afrique, en Eurasie, que ce que l'on a en Amérique du Sud, justement du fait de l'éloignement qui a été fait après la séparation de la Pangée. Donc on a une évolution qui, au fil des ans géologiques, ont fait des espèces complètement différentes. C'est un peu comme si nous, terriens et humains, on était différents entre un Amérindien et il n'a pas la même espèce chinoise, quelque part. Ce qui n'est pas le cas. Donc si on n'a plus d'autres questions, donc c'est le moment de se dire au revoir avant le petit tirage au sort. Donc je vais demander à la main innocente de nous tirer un numéro. « 89, le numéro 89. Voilà, avec les compliments de l'Office de l'eau, merci. Donc merci beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux. Si vous voulez les présentations de ce soir, si vous voulez être avertis des prochains apéros sciences, on a la petite fiche à remplir avec vos coordonnées. Merci beaucoup. Merci.